Merci. Je remercie surtout nos intervenants d'être là, parce que c'est quand même samedi matin à 9h. Je trouve ça très performant. Donc je vais rapidement présenter nos intervenants. Donc on a Emma Garnieri, qui est ici. Vous le reconnaissez, c'est la seule fille. Qui est co-responsable du numérique en santé à la direction du numérique en santé. On a le professeur Guillaume Assier, ici. Endocrinologue à la PHP et titulaire de la première chaire d'IA à l'université Paris Cité. Et puis on a David Gruzon, que beaucoup connaissent, qui est directeur programme santé Lumines et fondateur d'Ethic IA. Et bien sûr François, président du syndicat national des biologistes, président national du Centre national des professions de santé et éternel animateur des GIP. Donc, on va démarrer cette session. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans les actualités, il y a quand même beaucoup de choses. On parle beaucoup des super-intelligences. Donc, vous avez Bill Gates qui nous a dit la super-intelligence comme Jarvis, pour lui, c'est là dans 5 ans. Je lisais un article hier soir en rentrant où j'ai vu que le directeur d'OpenAI lui a dit que ChatGPT 5 allait devenir la nouvelle la première super intelligence sur le marché. Et puis on a à côté de ça des experts en IA comme Luc Julia qui était là à l'entrée de série, qui est un Français qui revient, qui arpente là. Les salles de conférence et qui nous dit, lui, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour s'y retrouver. Et c'est pour ça que je voulais que Guillaume nous place un petit peu le cadre et qu'il nous explique qu'est-ce que c'est que l'IA, en tout cas de quoi on parle quand on parle d'IA ou des IA. Merci, bonjour tout le monde. Moi, je suis très heureux d'être là. Alors, je pense que IA en santé, on peut donner plusieurs définitions, notamment de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? On peut aller sur des réflexions un peu philosophiques. Moi, ce que je vous propose, c'est une réflexion et une définition vraiment opérationnelle. Pour moi, l'IA en santé, c'est 2 choses. C'est des données numériques massives, ce qu'on voit tous dans tout un tas de champs, combinées à des agents de traitement de ces données massives. Voilà, c'est ça l'IA en santé. C'est pas de la philosophie, c'est de la technique. Et alors, les données numériques massives, elles sont de beaucoup de nature. Ça a commencé évidemment avec les images. Il y a aujourd'hui tout le texte, tout le compte-rendu, toute l'information omique. En biologie, c'est vraiment très important. La génétique, le séquençage des génomes, mais aussi toutes les mesures biologiques massives. Il y a les databases des tutelles. Vous voyez des données de nature vraiment très différente. Et sur l'imagerie, ça va beaucoup plus loin que simplement la radiologie. Puisque aujourd'hui, tout ce qu'un œil sait voir, un œil humain et interpréter, une machine peut le voir sur une image figée, mais aussi sur une vidéo. C'est-à-dire que ça ouvre le champ dans la santé du traitement d'abord de l'aspect d'un patient, qui est très important en routine clinique, mais aussi de la vidéo, c'est-à-dire qu'on peut envisager de l'IA pour interpréter une endoscopie, pour interpréter ou assister une intervention. Donc ça c'est les données numériques massives. J'oublie aussi tous les enregistrements continus. Aujourd'hui, vous avez vu la révolution, par exemple dans ma discipline du diabète, la mesure continue du glucose. Donc voilà. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là, la numérisation massive. Tout se numérise, ça fait des montagnes de données. Et donc pour les traiter, il faut des agents de traitement. Et les agents de traitement, c'est des solutions informatiques qui avalent ces données. Et là, on peut distinguer 2 grands types d'agents de traitement qu'on va appeler, par abus de langage, potentiellement des intelligences artificielles. Il y a celles qui appartiennent à ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire des agents de traitement qui vont devenir performants à partir de données massives. C'est-à-dire que les données vont servir à entraîner la solution
qui ensuite permettra de faire tout un tas d'applications, par exemple de la prédiction. Ça, c'est le machine learning. L'autre catégorie que je vais balayer tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'IA symbolique. C'est une stratégie de traitement des données massives où, en gros, l'opérateur humain va définir la stratégie de traitement des données sans l'utilisation des données par une connaissance a priori, pour faire simple. Avec des règles expertes, par exemple, et c'est la programmation classique informatique avec tout un tas d'applications IA. C'était d'ailleurs un peu l'origine de l'IA dans les années 80, avec ce qu'on appelait des moteurs d'inférence. Mais je pense que ce n'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui, même si cette techno reste très actuelle et très importante. Les systèmes experts, ce sont des formes d'agents de traitement de données massives. Et donc la particularité par rapport au machine learning, c'est que ces agents de traitement sont programmés indépendamment des données. Alors évidemment, je caricature, et le machine learning et le système expert peuvent se croiser à un moment donné. Alors dans le machine learning, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories de solutions techniques. Il y a ce qu'on appelle le machine learning supervisé et non supervisé. Et puis, il y a l'IA générative. Donc, le machine learning supervisé, le principe est le suivant. Vous collectez sur Internet plein d'images de chiens et de chats, et vous donnez à votre système les images, et vous allez étiqueter les images, c'est-à-dire vous savez qu'un chien est un chien et qu'un chat est un chat. Vous dites à la machine, tiens, voilà la première image, ça c'est un chien. Tiens, voilà la deuxième image, c'est un chien. Troisième image, c'est un chat. Et à force de voir les images, la machine va arriver à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un chien, qu'est-ce que c'est qu'un chat. Alors comprendre, on va en reparler, parce qu'il faut mettre 10 000 guillemets. Et ensuite, quand vous soumettrez une nouvelle image, une fois que la machine est entraînée, de chien ou de chat, la machine pourra dire « Ah bah tiens, ça je reconnais, c'est un chien » ou « Ça c'est un chat » avec telle probabilité. Là aussi, on peut en reparler. Donc ça, c'est le concept général de du machine learning supervisé, c'est-à-dire que vous devez disposer d'un grand jeu de données d'entrée que la machine va traiter et ce qu'on appelle des labels, des étiquettes, c'est-à-dire pour chaque jeu de données, la réponse attendue pour entraîner le système. Vous voyez le cadre générique de l'IA supervisée. Et donc là-dessus, il y a plusieurs technologies. La plus simple et la plus classique, ce sont des approches mathématiques simples de type régression. Imaginez, on prend une population où on va mesurer la taille et le poids, une population d'enfants. On essaye de prédire la taille en Y en fonction du poids en X. Vous prenez votre population, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez un nuage de points, vous êtes d'accord, hein? Où plus le poids augmente, plus la taille augmente. Ça, c'est votre cohorte d'entraînement. Vous allez pouvoir dessiner une droite de régression, de sorte que si un nouvel individu arrive avec un poids, vous pourrez dire, bon, bah, on attend une taille a priori de temps. Ça, c'est le modèle le plus simple de machine learning, qui est la régression. Et sachez que la régression, ça reste l'outil le plus utilisé de loin en machine learning supervisé. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule entrée dans une régression. Vous pouvez en avoir 10, 100, 1000, 1 milliard. Et les modèles marchent. Ensuite, la régression n'est pas forcément linéaire. Vous pouvez mettre un petit peu de log là-dedans, vous pouvez mettre un petit peu de polynôme là-dedans, et les variables peuvent être censurées ou pas. Bref, ça peut devenir extrêmement complexe, et on a des experts en statistiques sur les approches de régression. C'est, je pense, les méthodes les plus utilisées pour le traitement des données massives en santé. Alors, plein de puristes, entre guillemets, diront, mais non, c'est pas de l'IA, la régression. Moi, je pense que par rapport à la définition que je vous ai donnée avant de data massive et d'agents de traitement, on est vraiment dedans. Et alors, évidemment, l'autre grande catégorie, c'est les réseaux de neurones. Ça, vous en avez tous entendu parler. L'histoire du chien, du chat, ça marche bien avec des réseaux de neurones, avec une technologie qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'expliquer le détail des réseaux de neurones, mais le principe général, c'est que l'image, c'est des pixels. Les pixels, on les rentre dans des entrées. Il va y avoir un système dit d'encodage, c'est-à-dire de représentation, un peu comme ce qui se passe dans la rétine pour les premières couches des neurones de la rétine, où les premières couches de traitement vont identifier les formes, les lignes, les ronds. Ensuite, les deuxièmes couches, les combinaisons de formes. Troisième couche, la forme globale qui distingue. Et plus on va en profondeur dans le modèle, plus c'est abstrait, en fait, si on peut utiliser ce terme. De sorte que pour la problématique chien-chat, au final du processus, il y a un encodage en une case qui va dire, bon, bah, si c'est plutôt 0, c'est plutôt un chien, si c'est plutôt 1, c'est plutôt un chat. Et ensuite, ces systèmes sont associés à ce qu'on appelle un décodage, c'est-à-dire que le processus inverse
est réalisé qui va rétablir à partir de l'encodage une représentation de l'image telle que la machine se l'est faite. Ça, c'est le réseau de neurones convolutif. Comment ça marche? Ça marche par des machines, des calculs, puisqu'au départ, quand on a donné notre système, notre étiquette, enfin notre donnée étiquetée, par exemple l'image du chien, avec tous ces pixels qui ont tous ces nombres, il va y avoir un encodage. Au départ, la machine, elle est réglée n'importe comment, elle donne un résultat n'importe quoi. Et là, on lui dit, mais non, nous, on voulait que ce soit un chat dans l'encodage. Et donc là, tu as dit 1, mais en fait, c'était 0. Ah, d'accord. Donc la machine prend cette info, il y a un delta qu'elle va reproduire sur ses coefficients de calcul en amont, voilà, jusqu'à ce que cette entrée-là donne quelque chose comme 0. Vous répétez ça des millions de fois, ça finit par savoir. Ça finit par savoir. Ça, c'est le principe général du réseau de neurones. Et ça marche très bien. Et il y a eu des évolutions technologiques. Donc ça, c'est notamment les systèmes transformers, mais on en parlera juste après. Donc ça, c'est le machine learning supervisé. D'accord ? Vous avez des datasets, donc des grands jeux de données avec étiquetés. Et ça vous permet de former la machine, soit par une approche mathématique simple de type régression, soit des approches plus complexes non linéaires de type réseau de neurones. Alors il y a d'autres méthodes non linéaires comme les arbres de décision, mais là aussi je ne suis pas certain que ce soit le sujet, on peut en reparler éventuellement. Donc machine learning, on forme la machine sur les données, étiquetées quand c'est supervisé, et alors évidemment il y a aussi aujourd'hui la possibilité de faire du machine learning non supervisé. La première catégorie de machine learning non supervisé, c'est basé sur la recherche de structures dans les données. Je vais prendre un exemple dans lequel moi je travaille beaucoup, transcriptomique. Vous faites le transcriptome d'un ensemble de tumeurs. La première chose que vous faites, c'est quoi? C'est de regarder si, en dehors de toute autre mesure que l'expression des gènes, il y a des groupes de tumeurs qui vont ensemble parce qu'elles se ressemblent. Et soit c'est le cas, soit c'est pas le cas. Alors, quand on explique ça, c'est le cas, on comprend bien, mais c'est pas le cas, on voit pas bien qu'est-ce qui peut se passer. En fait, vous avez, par exemple, dans la classification hiérarchique, vous allez faire des arbres de groupes de tumeurs qui se ressemblent. Eh bien, quand il n'y a pas de structure, vous allez avoir un arbre qui est un escalier. C'est-à-dire, à chaque fois que vous rajoutez un échantillon, ça fait une marche en plus. À l'inverse, quand il y a de la structure, votre arbre va se dessiner avec des groupes bien distincts et une séparation entre les deux groupes extrêmement haute. Donc ça, c'est un processus de classification. Il y a un certain nombre de techniques de classification des données. Et donc là, vous voyez, il n'y avait que des données. Vous avez identifié des groupes sans autre information que les données qu'il y avait au départ. Et donc ces informations de classification automatiques peuvent ensuite servir à faire de la prédiction de classe. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est la première étape de l'analyse de données massives. On doit toujours commencer par regarder la structure de ces données et on peut s'en servir déjà à cette étape pour faire du machine learning. Mais la grande nouveauté dans le machine learning non supervisé, c'est relatif aux IA dites génératives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre l'exemple du langage. Qu'est-ce qu'une IA générative dans un modèle de langue? Vous prenez un texte, vous enlevez au hasard une partie du texte. Et vous dites à la machine, avec une approche de réseau de neurones, devine le mot que j'ai enlevé. Vous allez dire, mais c'est impossible. C'est impossible. L'enfant ou le biologiste dose ses prélèvements, ou réalise les dosages sur ses prélèvements. Vous enlevez le C, avec l'orthographe qui va bien. Hein. Comment une machine va voilà. Et ben, vous lui dites, bah, tu aurais dû deviner ça. Vous recommencez ça une fois, deux fois, trois fois, avec l'équilibre des poids là que je vous ai dit, on attendait ça, donc ok. Et vous recommencez ça des millions de fois, des milliards de fois, et bien la machine finit par savoir prédire les mots qui manquent. Alors quel est l'enjeu derrière? Et c'est là où on va peut-être retourner un peu vers la philosophie, c'est que déjà la machine, si vous occultez le CSES, elle va savoir que devant un nom, il faut un article. C'est-à-dire qu'elle va commencer à décortiquer de la grammaire. Et elle va savoir ensuite qu'il y a un genre, un nombre pour les articles, et que, parce que voilà, elle saura faire la distinction entre ses ou son prélèvement. Si prélèvement est pluriel, elle ne mettra pas son prélèvement. Donc elle va savoir qu'il faut mettre du pluriel dans ces cas-là. Et puis, c'est-à-dire que dans les couches profondes des neurones qui auront réussi à faire ça, il va y avoir une représentation de ce qu'est l'orthographe, la grammaire. Et alors ensuite, si vous faites des trous plus grands, vous enlevez carrément biologiste va doser C, et là vous enlevez prélèvement. Eh bien la machine va
prédire un terme qui a trait avec la biologie, c'est-à-dire qu'elle va définir des champs sémantiques thématisés, par exemple, qui vont commencer à représenter une certaine connaissance. Ensuite, vous enlevez un paragraphe. Vous demandez à la machine de le remplacer. Elle y arrive aussi. Elle va commencer à être capable d'avoir une représentation, de la compréhension du sens des phrases. Voilà. Et donc, on a, de cette façon, avec ces types d'apprentissage, on crée des modèles qui ont une compréhension de la langue humaine qui est assez avancée, qui inclut l'orthographe, la grammaire, mais aussi le sens des mots, et voir la connaissance. Parce qu'ensuite, quand vous donnez tout Wikipédia, la machine sait que Louis XIV, c'était telle période, qu'il y avait ça et ça associé. Donc vous donnez ensuite, voilà, les grands modèles de langue, aujourd'hui, ont avalé tout Internet, donc toute la connaissance écrite par les humains en mode texte est intégrée dans un modèle de langue. Et ensuite, donc il y a un encodage, comme je vous ai décrit tout à l'heure, de cette représentation de la langue humaine et de la connaissance qu'il y a derrière. Et on peut ensuite pratiquer un décodage qui va contribuer à une réponse quand on interroge le modèle. C'est-à-dire que quand vous posez la question à un modèle génératif de texte, il va y avoir un encodage de votre question et il va y avoir une recherche de similitude par rapport à ce qui est encodé dans le modèle. Et donc, on va identifier les éléments similaires et ces éléments similaires vont être décodés dans une réponse qui est dans un format intelligible pour l'humain. C'est comme ça que ça marche. Donc, est-ce que la machine comprend ? Je vous laisse réfléchir, mais ça, voilà. Et ce que je vous ai dit pour le texte, ça marche aussi pour les images. C'est-à-dire que vous donnez une image avec des pixels, vous enlevez des pixels au hasard sur l'image, vous dites à la machine, bah, devine ce qu'il y a derrière. Et la machine va commencer à appréhender, à comprendre comment est réalisée une image, quel est le sens de l'image, et va du coup pouvoir générer des choses incroyables, comme générer des images. Voilà. Et on peut imaginer, dans pas longtemps, que la machine apprendra à lire le génome humain. C'est-à-dire que vous allez donner des bouts de séquence, faire des trous, et vous allez dire, bah, alors, qu'est-ce qu'on a enlevé là ? Et la machine va y arriver. Elle va pouvoir avoir une compréhension de l'organisation du génome humain qu'aucun humain n'arrive à avoir, parce qu'il y a trop de bases. Voilà. Donc, en résumé, voilà les différentes, je suis désolé d'être un peu long, les différents cadres techno de l'IA pour moi, c'est données massives en santé, agents de traitement. Les agents de traitement, il y a principalement du machine learning et des symboliques, et dans le machine learning, il y a les machine learning supervisés et non supervisés, avec, vous voyez, vous avez vu la puissance que représente le machine learning. Merci pour cette définition claire, j'espère que vous avez tout compris. On entend quand même beaucoup parler donc sur l'IA générative, là, les mêmes. On entend dire que c'est une vraie révolution technologique, au même titre que l'électricité, ou Internet, ou le smartphone. Vous en pensez quoi ? Je pense que ce qui est déroutant d'une façon générale, moi j'ai deux niveaux de réponse. La nouveauté une des nouveautés dans l'IA générative, notamment textuelle, c'est qu'elle nous parle comme des humains, c'est-à-dire qu'elle nous répond humainement, et ça induit un biais ou une baisse de méfiance de l'humain, qui est que, comme on nous parle, et que ça ressemble à la façon dont on s'exprime, eh ben on a confiance. On a confiance spontanément, et sans vérifier, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et pour nous, la notion de vérité est établie par rapport à la connaissance de la logique. C'est-à-dire qu'on commence un raisonnement par de la logique. Et là, dans l'IA générative, ce que je vous ai expliqué, où est la logique ? Il n'y en a pas, c'est de l'association. C'est de l'association. C'est-à-dire qu'à partir de plein d'exemples, la machine a associé dans la phrase le trou qui manquait au mot qui manquait. Est-ce qu'il y a de la logique derrière ? Est-ce que les enfants apprennent la grammaire avec la logique ? Alors, à première vue, non. Mais ça, c'est la réponse rapide. Parce que maintenant, la réponse un peu moderne, c'est de dire que les machines vont aussi apprendre la logique. C'est-à-dire qu'on peut très bien les former et encoder la logique. Et exiger que l'encodage de la logique devienne la règle principale d'application pour les réponses. Donc, ce que je veux dire, c'est que la frontière entre ça comprend pas parce que c'est que de l'association et la logique, si on gratte un tout petit peu, moi, la question que je me pose, mais c'est à la limite de la philosophie, est-ce que l'apprentissage de la logique n'est pas un apprentissage par association d'exemples logiques ? Vous voyez le truc ? Moi, je pense que potentiellement si, et quand on le dit comme ça, on peut se dire qu'une machine peut aussi l'apprendre du coup.
Donc aujourd'hui non, bientôt oui. L'autre élément de réponse par rapport à l'IA générative, c'est un peu plus générique et pas spécifique à l'IA générative, c'est tout ce qu'on appelle l'aide à la décision, l'aide à l'interprétation, l'aide au diagnostic. Très rapidement, l'aide devient l'outil en fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand une machine vous donne, mais ça c'est peut-être un point qu'on peut discuter après, un résultat, soi-disant supervision humaine, très rapidement on n'a pas le temps, on prend ce que la machine donne et sans vérifier. Donc ça, voilà, je pense que c'est le deuxième élément de crainte à avoir, mais qui n'est pas spécifique à l'IA générative. Donc en résumé, la confiance qu'on ne devrait pas avoir, parce que c'est pas parce que ça ressemble que c'est vrai, et deux, le concept d'aide où finalement l'aide devient la décision. Ouais, ça va me permettre de rebondir sur cette notion de confiance. Votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que les professionnels de santé, les patients, parce que en santé quand même, c'est notre cœur de métier, c'est eux qui sont au milieu de ce système, aient confiance en ces outils. David ? Je trouve déjà la définition de Guillaume était très claire. Hein. C'est rare d'avoir une précision du champ aussi nette. Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour que la confiance elle se crée de deux manières. Elle se crée d'abord par la validité de l'usage. Et c'est pour ça, et là va sûrement dire un petit mot, il est majeur qu'on a une impulsion forte sur le numérique et l'IA. On avait fait la mission il y a quelques années maintenant pour le Comité national éthique qui a été réitéré en début d'année. Le CCNE avait dit il faut d'abord se tourner vers l'IA. Le risque éthique le plus grand, ce serait de bloquer la diffusion de l'IA. Il faut créer l'usage et on a vu, c'est la troisième année consécutive que j'interviens dans l'Égypte sur le sujet, que depuis l'usage avance, que la démonstration d'efficacité se fait. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, la création d'un cadre de régulation. Et Guillaume a parlé de la notion de supervision humaine de l'IA. Ça y est, vous avez été pionnier, François, Renaud. La garantie humaine de l'IA, maintenant, elle se met en place et le règlement européen sur l'IA arrive. Et puis, un troisième petit effet, peut-être plus conjoncturel, qu'on voit sur le terrain en regardant les utilisations d'outils en 2023. Il y a un effet de ChatGPT un peu inattendu. C'est que il faut mesurer la vitesse de pénétration dans l'air de l'objet. Hein, pour vous donner un exemple, d'ailleurs, on voit dans la salle, qui a déjà utilisé ChatGPT ? Et je posais la même question devant un congrès de l'Ordre des médecins dans la région Hauts-de-France. Sur 150 participants, 100 avaient déjà utilisé ChatGPT à des fins professionnelles. C'est l'outil de l'histoire de l'informatique qui a la plus grande pénétration dans l'air. Et en fait, ce qu'on voit sur les outils d'IA non génératifs, c'est qu'en fait, l'arrivée dans la pratique courante de l'IA générative décomplexe les directeurs d'hôpitaux, les biologistes, les médecins, sur le recours aux solutions d'IA de la génération d'avant, reconnaissance d'images, modèles non supervisés. Et donc là, vous avez comme un seuil psychologique franchi. Comme l'IA générative est dans notre pratique courante, on peut aller faire de la reconnaissance d'images en radio, en biologie, en ophtalmo, et donc vous avez là une vraie percée du réel. Les gens sont décomplexés par l'arrivée de cet outil dans le faut de l'usage, de la confiance, et puis il y a un effet où, comme l'IA générative est là, on va pouvoir aller sur des systèmes de la génération d'avant. Et là nous, au niveau du ministère, c'est vrai qu'on suit ces sujets-là avec beaucoup d'attention, en essayant de se dire d'abord comment est-ce qu'on peut favoriser leurs usages au quotidien pour que ça apporte de la valeur. Enfin, tout ce que vient de nous présenter Guillaume, là, on se rend bien compte que ça va pouvoir aider les professionnels de santé et en partie les patients, bien évidemment, en bout de chaîne. Du coup, notre objectif principal est de renforcer notre capacité collective à évaluer le bénéfice clinique effectif, prouvé, de ces différents usages. Quand on pense à des dispositifs médicaux numériques qui vont
inclure des algorithmes d'intelligence artificielle, que ce soit pour aider à la décision, faire de la détection ou tout autre intérêt final pour le professionnel dans sa pratique, eh ben, notre préoccupation première est de s'assurer qu'effectivement, pour garantir la confiance, on soit en capacité d'en prouver le bénéfice clinique. Donc on pourra rediscuter des différentes méthodologies pour le faire, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un nouveau champ qui est celui de l'évaluation du bénéfice clinique, qu'il faut qu'on arrive à consolider substantiellement. Donc pour ça, par exemple, dans le cadre de nos actions, on finance tous les industriels et les chercheurs qui portent des projets d'innovation s'appuyant notamment sur l'intelligence artificielle dans la mise en œuvre d'évaluation du bénéfice clinique plus robuste. Et donc ça, bon, aujourd'hui, on le fait dans un monde où on va dire, on gèle le champ des intelligences artificielles qui sont implémentées dans ces solutions-là. C'est en partie un des débats aujourd'hui qu'il y a dans les gens qui s'intéressent un petit peu à l'intelligence artificielle intégrée dans ces solutions numériques, c'est de savoir, puisque justement la technologie avance hyper vite, est-ce que nous, dans nos protocoles de validation de ce qui a le droit d'accéder sur le marché, on doit s'appuyer sur une version qui sera toujours la version N-1 entre guillemets. Donc pour l'instant, c'est ça la philosophie que l'on a, notamment parce que quand comme le disait David, en fait, quelque part, on va avoir des solutions qui entrent dans nos usages courants, qui sont les usages de demain, et donc c'est un petit peu le coup de retard qu'on va avoir, je pense, de manière un petit peu systémique pendant un certain temps là, sur l'accès au marché de ces solutions numériques. Quand je dis accès au marché, c'est dans mon rôle de régulatrice de l'accès au marché de ces solutions-là, mais c'est surtout l'accès pour vous, dans votre pratique, dans votre quotidien, à ces solutions-là. Donc, en gros, ça c'est notre première préoccupation, c'est pour la confiance, il faut qu'on soit en capacité collectivement d'en évaluer le bénéfice et de publier des choses sur le bénéfice prouvé de l'usage de ces solutions-là. Ça c'est la première partie. Et ensuite, on en discutait un petit peu tout à l'heure avant de monter sur scène. On a un enjeu de faire en sorte que, du point de vue des compétences, des professionnels qui vont avoir la capacité d'avoir ce regard critique sur les solutions qui sont apportées, eh bien, il faut que collectivement, on soit en capacité de suivre ce qui va arriver sur le marché. Donc là, par exemple, et on en a parlé tout à l'heure, on finance pareil le fait de mettre en place des formations vraiment pour l'ensemble des professions de santé, biologistes, pharmaciens, médecins, même dans le secteur des infirmiers, c'est-à-dire même les professions entre guillemets, qui ne sont pas directement universitaires avec les IFSI, on fait des formations pour sensibiliser les professionnels de demain qui vont arriver en activité sur ces nouveaux usages et ce que ça va apporter à leur pratique, mais aussi pour y inclure, entre guillemets, dès le début, une forme de regard critique, de distinction entre la décision et l'aide à la décision, comme le disait à l'instant Guillaume. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire pour faire en sorte qu'au final, on ne soit pas dans une vision, entre guillemets, rétrograde de ce que ces innovations d'intelligence artificielle peuvent apporter aux pratiques, pour accompagner leur adoption, tout en garantissant un cadre qui nous permette collectivement d'avoir je ne vais pas dire la maîtrise ou le contrôle, mais en tout cas les leviers nécessaires à la confiance. Et notamment au regard, mais j'imagine que tu vas en parler David, de ce que ça veut dire en termes de modèle de construction, ce que vous appelez donc la garantie humaine, de ces intelligences artificielles. Et ça, je pense effectivement qu'il faut peut-être qu'on aille un cran plus loin là-dessus. Guillaume, sur la notion d'accompagnement des professionnels de santé sur la formation, et tu veux développer un petit peu? Oui. Si on prend un médecin, un pharmacien, qu'on réfléchit à sa formation initiale, est-ce que vous envisagez qu'il y a quelque chose qu'on peut enlever aujourd'hui dans sa formation? Ah, je vois des oui. Et quel est l'intérêt de ne pas trop toucher, je parle par exemple pour un médecin, à la sémiologie, de garder à un humain la capacité d'apprécier l'état clinique d'un patient? Est-ce que ça a un intérêt, ou est-ce que, comme une machine aujourd'hui sait voir l'aspect, on peut lâcher ça? C'est une question de fond, hein, et parce que derrière ça, il y a un combat, entre guillemets, à envisager. Moi, je pense pas, parce que, en gros, quand un patient va voir un médecin,
il se dit, le médecin, il va gérer à 360. C'est-à-dire, moi, si vraiment je vais pas bien alors que je viens parce que j'ai l'oreille qui gratte, il va le voir. Et la vision 360, c'est l'intégration d'une connaissance assez large, qui nécessite des études très lourdes, très très lourdes. Et si on enlève la formation clinique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On perd cette vision holistique. Et je pense que c'est intrinsèquement indispensable à la supervision humaine des machines. C'est-à-dire que le jour où on lâche sur la vision holistique, l'humain ne sera plus en état de superviser la réponse de la machine. Il ne pourra pas dire « là, tu dis une grosse connerie ». Là, c'est vraiment complètement à côté de la plaque. Parce que pouvoir dire ça, c'est la vision complète. Et la vision complète, ça veut dire qu'on a vu plein de gens, plein de patients, on a appris plein de choses, on a eu des études très longues et on a de l'expérience. Donc il y a en plus dans la formation, en soins, une expérience, on va dire, de compagnonnage. Voilà. Donc ça, c'est la formation initiale. Donc de mon point de vue, enlever quelque chose, c'est pas le chemin à suivre, mais du coup, comment on règle le problème que les soignants doivent maintenant savoir utiliser des technologies complexes. Et donc par rapport à ça, à mon avis, la clé, c'est l'interfaçage par d'autres humains, par d'autres professions, entre le soignant et la machine, que ces humains-là, ces nouveaux métiers, soient la clé à la fois de l'utilisation par les soignants de la techno, sans avoir, je dirais, perdu la boussole de l'apprentissage global et de la connaissance globale. Et je pense qu'on peut envisager des modèles de formation où les deux se croisent dans leur formation, qu'un externe en stage, par exemple, et aussi un opérateur de santé dans son stage, et qu'ils fassent le stage ensemble, qu'ils apprennent à se parler. Comme ça, le soignant, il va avoir l'habitude d'avoir recours à l'opérateur de soins. Donc ça, c'est pour la formation initiale, et je pense que c'est extrêmement important, en tout cas, de réfléchir à est-ce qu'on est prêt à sacrifier la vision globale. Et éthiquement, il me semble que ça serait une catastrophe. Et donc, ça veut dire qu'il faut des professionnels spécifiques pour faire l'interfaçage. Et voilà ce que je dis pour les médecins, pharmaciens, parce que évidemment, c'est les études les plus lourdes. C'est vrai aussi pour les infirmières. Les plannings de formation infirmière sont blindés, on ne peut rien enlever. Si on enlève le stage infirmier où on apprend à piquer, à mettre l'aiguille dans la peau, là, voilà, et ben, l'infirmière, elle ne saura plus rien faire. Et à ce moment-là, le robot piqueur, il va remplacer l'infirmière, et l'infirmière ne pourra plus prendre la main quand ça ne marche pas. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et ça c'est pour la formation initiale. Pour la formation continue, je pense que la situation est plus une situation pragmatique de terrain, c'est-à-dire on part du cas d'usage. Voilà, moi je suis endocrinologue, là il y a les pompes automatiques qui gèrent le diabète en boucle fermée, la techno est là. Je me forme parce qu'il y a cet usage. Et ça, je pense que ça doit être quand même encadré d'une formation globale interdisciplinaire, prendre l'habitude alors qu'on est soignant, dire oh là là, le numérique c'est pas mon truc. Non, il faut arrêter. Et pareil, je pense que dans l'IA, il y a trois jambes. C'est-à-dire il y a la techno, et on a tout de suite ça en tête. Il y a le soin, on en a déjà un peu discuté, c'est central, c'est 80% de l'expertise métier, c'est ça. Dans un projet IA santé, c'est de la santé avant tout. Et puis il y a une autre jambe qu'on ne peut pas négliger, qui est évidemment éthique réglementaire et business, qui paye. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces trois jambes, si un soignant n'a pas ça dans sa tête, un soignant déjà formé, donc qui n'a pas été formé à l'IA, s'il n'a pas dans sa tête qu'il faut ces trois composantes, qu'il faut qu'il soit capable de parler avec les trois composantes. Le soin, évidemment, c'est son métier, mais aussi avec l'expert du numérique et aussi avec le juriste et l'expert d'éthique, on n'y arrivera pas. Donc il faut une formation générale. Et j'arrête juste là avec une dernière remarque. Pour le professionnel aujourd'hui qui fait l'interfaçage, pensez à votre vie, entre la machine et le soignant. Qui fait ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'industriel. C'est un vrai sujet. Est-ce que l'industriel doit garder la main sur la formation des soignants avec le développement massif des technos, du recours à la techno? Je pense qu'il y a de la place pour un métier indépendant qui soit éventuellement associé à l'industrie, évidemment. On peut en aucun cas, encore une fois, une des jambes de l'IA, c'est qui paye, qui fait. Et l'industriel est un acteur majeur. On ne peut pas dissocier le rôle des industriels dans le développement de l'IA. Mais la question est, est-ce qu'un industriel doit être le seul formateur du professionnel en formation? Ce qu'on y voit comme inconvénient immédiatement, c'est qu'on est formé que pour la solution, pas pour la solution concurrente, et que quand on va empiler les formations,
où est la ligne globale de la formation, de la connaissance globale pour le professionnel en exercice. Et donc je pense que l'académique doit mettre son nez là-dedans, les tutelles doivent mettre leur nez là-dedans pour qu'il y ait une structuration, une régulation sur ces nouveaux métiers d'interfaçage entre le soignant et les machines, au nom de tous ces éléments que je vous ai présentés. Merci. François. Et puis après, on a Oui, une intervention dans la salle. Et on va laisser pas. En tant que biologiste de terrain, pour repartir de la vraie vie, c'est vrai qu'entre le moment où on faisait nos examens de l'âme au microscope pour regarder la formule sanguine d'un patient, et aujourd'hui où le tri est automatiquement fait et nous présente sur des ordinateurs l'ensemble des cellules classées, on a déjà une évolution extrêmement majeure. En fait, sur les quantités de l'âme que l'on voit, maintenant, la machine en fait un grand tri, et sans que le biologiste ne valide, en fait, finalement, totalement l'exercice. Ce que j'ai peur, c'est qu'on prend l'exemple de l'hématologie. Vous aviez plusieurs niveaux. On avait une expérience, nous, de terrain, on voyait des lames tous les jours, mais quand il y avait des cas complexes, souvent, on allait voir le prof d'hémato à l'hôpital, on demandait, écoute, c'est sûr qu'on évolue. Enfin, on avait plusieurs niveaux, finalement, de regard visuel sur les cellules, et l'expérience d'experts comme ça, qui voyaient vraiment les cas les plus lourds, les plus difficiles, nous apportait un éclairage. Aujourd'hui, la machine peut remplacer l'expert. La question, c'est demain, le biologiste de base a-t-il intérêt à continuer à faire toutes ces études d'hématologie pour dire à un moment donné, si vous parliez de la confiance, la machine finalement va me trouver le diagnostic à ma place et demain je vais... Et c'est là que on a une réflexion au sujet de ces journées. On en a parlé hier avec le directeur général de la santé, avec un certain nombre de tables rondes. C'est à quel moment le biologiste peut devenir l'expert mais global. Nous, on n'a pas forcément le patient sous les yeux, mais on a l'ensemble des données biologiques. Est-ce que vous voyez que dans ce chemin-là, on n'aurait pas un abandon de certaines compétences que l'on aurait, et à un moment donné, qu'on se retrouve, comme dans ChatGPT, en disant, bah oui, finalement, voilà, c'est devenu un outil, on a confiance, et le diagnostic se pose. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre regard. Alors, je fais un peu l'avocat du diable en disant ça, parce que bien sûr, je tiens à mon métier, mais globalement, comment ça peut évoluer ? Donc nous, dans tous les cas, ce qu'on observe depuis de nombreuses années aujourd'hui, il a très bien dit pour le métier des biologistes, c'est que de fait, l'entrée du numérique, elle fait évoluer les pratiques directement. Après, est-ce que ça a un impact du coup sur la responsabilité du professionnel ? À certains endroits, certainement. Et pour moi, c'est le type de débat et de discussion qu'il faut avoir profession par profession pour voir quelles sont du coup l'évolution des rôles et des responsabilités des professionnels dans sa pratique induite par le numérique. Il y a un truc auquel, pour le coup, moi je ne crois pas, c'est que depuis le début de l'entrée du numérique dans notre monde, on a dit ça va supprimer des métiers, et voilà, ça commence pas, hein, ça fait depuis les années 80 que le sujet existe, et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un métier qui a disparu du fait de l'entrée du numérique. Par contre, tous les métiers ont été transformés, mais il n'y en a pas un seul qui a disparu. Et du coup, je ne vois pas très bien aujourd'hui quel pourrait être, d'autant plus avec toutes les considérations là qu'on vient d'avoir sur le rôle central de la connaissance humaine et du regard critique sur les technologies qui viennent s'inscrire dans nos organisations sociales, je ne vois pas comment on pourrait imaginer un monde, à moins d'être vraiment dans une approche dystopique de la réalité, où on n'aurait plus besoin de biologistes en laboratoire. Je rejoins complètement l'appréciation, avec peut-être un petit, c'est pas un modulo, mais un complément. On voit que dans ce qui s'accélère et ce qui diffuse sur le terrain, les professions qui sont les plus concernées sont plutôt les professions des fonctions support. Back-office, éditorialisation, gestion des fonctions RH, gestion des fonctions de logistique médico-technique, où là il y a des vrais effets d'automatisation. Je suis d'accord avec elle, a plus de fonctions que de métiers, même si on voit que là, l'arrivée de l'IA générative bouge un certain nombre de paramètres, et bouge beaucoup.
Et de ce point de vue, la biologie a été et est en avance de phase par rapport à d'autres métiers, puisque vous avez déjà opéré un peu le shift du repositionnement du biologiste vers des fonctions à plus haute valeur ajoutée, des fonctions de supervision. Et vous avez aussi su utiliser le déploiement du numérique pour inventer de nouvelles formes d'exercice plus proches de territoire, la biologie délocalisée. Vous êtes structuré sur des échelles qui permettent de rapprocher l'analyse du patient. Vous avez déjà une trame. Alors la transformation n'est pas encore faite complètement, mais par rapport à d'autres disciplines, vous êtes en avance de phase sur le repositionnement de l'expertise du biologiste dans le parcours de prise en charge du patient avec le numérique et l'IA. Vas-y, Guillaume. Alors moi je suis endocrino, vous pensez bien que mon biologiste préféré c'est l'hormonologue, je ne peux pas vivre sans, je veux dire, et jamais les machines remplaceront nos collègues d'hormonologie. Et où est la partie humaine? Dans la clinique c'est l'humanité, hein, évidemment, c'est-à-dire l'empathie, et puis la gestion de l'échec, vous savez, quand on va se planter. Malheureusement, la médecine, c'est pas que technique, c'est un art. Et pourquoi? Parce qu'il y a la technique, on applique des procédures, mais il y a un moment, tout part de travers, on va se crasher. Est-ce qu'on peut envisager une seconde que le crash soit orchestré par une machine? Je pense que non. Et personne ne peut accepter ça. C'est forcément un humain dans lequel on a confiance, qui doit prendre les commandes. Quand vous décollez de votre avion, vous avez un missile à l'aile gauche, un missile à l'aile droite, c'est pas le pilote automatique qui gère. L'avion va se planter, mais c'est le pilote qui gère. Ça ne peut pas être acceptable autrement. Parce que, voilà, ça c'est vraiment fondamental. Et en santé, malheureusement, on a très souvent des situations graves et de plantage. Donc les humains, ça c'est une dimension de l'humanité, entre guillemets, qui n'est pas transférable aux machines, et c'est tout à fait applicable à la biologie, il y a des plantages aussi. Et voilà. Ensuite, sur l'interaction humaine des biologistes avec la biologie, il y a l'interaction avec les échantillons, évidemment, c'est-à-dire la valeur aberrante, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, il y a l'expertise en hémato, j'ai appris qu'il y avait des leucocytes qui avaient des cheveux. Voilà, donc c'est une petite plaisanterie. Voilà, donc ça, c'est une machine qui n'a pas vu, qui est très... Voilà, il faut que l'humain soit là, ça c'est sûr, mais l'humain, encore une fois, ne peut pas être là s'il ne sait pas taper la norme, c'est-à-dire tout le travail du quotidien pour garder son expertise. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un combat. Parce que dans les calculs d'efficience, ça va plus vite que la machine fasse. Et puis, soyons réalistes, il y a un moment, il y a un trade-off, on accepte un peu de casse parce que ça fait économiser beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, par contre, ce qui est vraiment un précaré des humains, c'est l'interfaçage entre la biologie et les patients, l'interfaçage entre la biologie et les médecins, les soignants, que ce soit, et pas que les médecins d'ailleurs, les infirmières aussi, la fiche de prescription, on en parlait tout à l'heure, en disant oh, c'est très bien l'IA, mais déjà si on avait les fiches de prescription numérisées, et si la machine ne tombait pas en panne le matin, on serait ravis. Voilà, ça c'est dimension humaine, les machines ne peuvent pas gérer, et ça ne va jamais s'arrêter, même dans 20 ans, même dans 30 ans. Merci. Avant de continuer, on a une réaction dans la salle, donc je vais passer le micro. C'est gentil, merci. Et je souhaiterais faire participer non seulement les intervenants, mais aussi la salle par rapport à une suggestion que je vais faire. Alors je me présente, je suis médecin, Daniel Seffer, et ma contribution au progrès en médecine a été par une idée, celle de proposer la médicalisation des transports de police-secours aux autorités de la ville de Toulouse. Et cette idée a donné naissance au SAMU, donc par le professeur Larinck, l'idée qui a été appliquée par le professeur Larinck. Avant de faire ma suggestion et faire intervenir la salle, je voudrais d'abord vous féliciter, parce que cette idée de l'intelligence artificielle et de vos interventions, c'est magnifique. Et là, je reconnais toute l'énergie de François Blanchecotte, qui contribue de façon très significative aux différents progrès, et que les pouvoirs publics devraient écouter beaucoup plus souvent. Les talents des autres orateurs, je n'en parle pas. Je connais assez bien Guillaume Assier pour suivre les cours à Cochin. Et ma suggestion pour faire participer la salle est la suivante. Et ça dépasse la biologie, parce que l'application de l'intelligence artificielle peut dépasser largement la biologie, puisque vous êtes des acteurs très importants dans les activités
de l'ensemble des équipes médicales, et ça concerne la formation des médecins et l'intérêt qu'il y a pour les patients. À savoir, pour l'instant, et je vais aborder une question politique, nous sommes dans des déserts médicaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Très souvent. Et est-ce que pour ces déserts médicaux, l'intelligence artificielle adaptée ne pourrait pas être, par exemple, et là je vais faire réagir beaucoup, et je souhaite qu'il m'argumente et qu'il démolisse cette suggestion, de façon à ce que cette démolition de la suggestion permette d'avancer dans la présentation du dossier. Est-ce qu'il ne serait pas possible en France, alors qu'auparavant, nous, dès la 5e année validée, c'est-à-dire 6 ans d'études de médecine, nous étions en responsabilité diagnostique et thérapeutique, de permettre aux régions et aux personnes vivant dans les régions sous-médicalisées, avec une hypodensité médicale, pour les maladies les plus fréquentes, d'envisager un exercice à partir de 6 ans de formation, dès l'instant où on peut s'aider des différents outils, et en sachant qu'il y a une approche holistique, comme Guillaume l'a dit, et qu'ensuite, avec l'aide d'un tuteur, avec l'aide de l'apprentissage par mannequin, avec l'aide de l'outil intelligence artificielle dans son déploiement, est-ce qu'on ne pourrait pas ensuite permettre déjà, avec la surveillance d'un tuteur senior, d'avoir la responsabilité diagnostique et thérapeutique, ce qui ferait gagner 4 ans à la formation. C'est-à-dire qu'on mettrait à la disposition du pays des professionnels en santé formés correctement avec des courbes d'apprentissage vérifiées après l'enseignement par des régions pilotes avec la présidence des doyens des facultés, sans contrainte, en leur proposant cela et en permettant ensuite aux personnes formées d'avoir les 4 ans complémentaires, bien sûr, et qui pourraient être définis, mais on ferait face à l'urgence. Voilà ma suggestion. Merci pour cette suggestion. Ce que je vous propose, c'est éventuellement, si nos intervenants veulent rebondir quelques minutes dessus. Après, on continuera et on fera rebondir la salle en fin d'intervention, en fin de session. Je ne sais pas trop comment réagir à la suggestion. Sur le sujet des déserts médicaux, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que l'humain. Enfin, je veux dire, le fait d'envisager, par exemple, de déployer de la téléconsultation pour que ça facilite l'accès dans les territoires, a démontré que ce n'était pas une solution. Je vois assez mal comment l'intelligence artificielle viendrait apporter une forme de substitut, ne serait-ce que parce que si on vient de se dire qu'il fallait avoir une conscience dans l'usage de ces objets qui ne pouvaient être acquises que par l'expérience clinique classique pour développer une forme de regard critique sur l'usage de ces solutions, pour garantir collectivement qu'on ait une forme de maîtrise sur ce que ces solutions peuvent apporter au quotidien de la pratique des professionnels et à notre système de santé de manière générale. Je trouverais un petit peu contradictoire de suggérer qu'on ait des jeunes qui justement n'ont pas encore d'expérience clinique avérée et développée, aidés par ces outils-là, et je ne sais pas exactement quel senior ou tuteur qui viendra apporter une solution. Donc, je ne détruis pas du tout l'idée, mais il faut qu'on en discute un petit peu plus pour en dessiner les contours, parce que comme ça, il y a beaucoup de questions que ça soulève en tout cas. Juste une remarque sous votre contrôle, plus sur la partie biologie. Je pense que l'émergence de l'IA, Guillaume l'a très bien dit, est conditionnée par l'accès à des données qualifiées, structurées, et il n'y a pas plus qualifié et plus structuré que de la donnée de biologie. Et en fait, dans ce que votre intervention m'évoque, c'est l'idée de dire que dans les axes, si on a des traces de repositionnement de vos fonctions, il y a un moment où, dans le parcours de prise en charge des patients, le compte-rendu de biologie, son exploitation en structuration de données, cliniques, génomiques, pourra derrière être sans doute rerouteur du parcours de patient ou redirecteur d'éléments d'intervention ou réorganisateur d'une certaine prise en charge en proximité par des professionnels paramédicaux et médicaux. Et là, on n'est peut-être pas encore
suffisamment engagé dans cette voie-là, mais vous avez entre vos mains une donnée particulièrement riche qui est clé et qui est un élément de structuration du parcours dans la territorialité. Merci. Le temps avance vite. Je voulais qu'on aborde un sujet important, en tout cas un sujet qui me tient à cœur, mais qu'on va pas avoir le temps d'aborder, mais c'était par exemple sur l'IA supervisée, sur les machines qui reconnaissent les chats ou les chiens. Ce qui est intéressant, ces machines qui reconnaissent les chats ou les chiens, c'est qu'elles ne reconnaissent jamais la nuit, parce que de toute façon, il n'y a aucun intérêt à prendre des photos la nuit. Et donc, j'aurais aimé qu'on discute un peu de ces biais-là, mais on ne va pas avoir le temps. On va aborder un principe qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui est le principe de garantie humaine, qui est un élément important de la confiance pour les utilisateurs et pour les patients de l'utilisation de l'IA. Et donc, je vais passer la parole à David qui va vous faire un petit état des lieux parce que les choses avancent vite et il nous a fait un petit diaporama. Donc, si on pouvait, normalement, on doit pouvoir sur le pupitre. Ouais, c'est bon. Promis, je vous le fais en 5 minutes parce que le format était un format de table ronde et encore une fois, l'essentiel c'est la pratique et il faut dire que dans cette évolution pratique, je le redis, le rôle de la stratégie qu'EDA impulse et de la délégation numérique en santé est tout à fait majeur. C'est parce que vous poussez cette dimension que les choses avancent. Et dans les chantiers initiés sous ton égide EDA, il y a un chantier éthique dans lequel a été embarqué, auquel j'ai eu l'honneur d'être associé, cette reconnaissance de cette idée de contrôle humain, de garantie humaine de l'IA, pour lequel la biologie a été pionnière, avec un rôle tout à fait majeur de François, de Bruno, de la Société française d'informatique de laboratoire. Maintenant, ce principe de contrôle humain, vous avez vu le cheminement qui est engagé depuis 6 ans maintenant, trouve son terme avec l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'IA. Évidemment, les slides sont à votre disposition. Avec Bruno, avec la SFIL, avec Innovi, a été initié le premier pilote, le premier modèle de garantie humaine de l'IA en biologie avec une solution que vous connaissez sans doute qui s'appelle le BiologBook, qui est un modèle d'IA prédictive avec l'analyse des paramètres non mesurés et a été constitué un dispositif de collège de garantie humaine associant les représentants de la profession. Ce qui est important, c'est d'avoir un tiers de confiance qui définisse les méthodes, qui permettent, comme tu le relevais, et là, de standardiser les process d'évaluation. Il va y avoir un gros travail de normalisation des choses. La Haute Autorité de Santé y veille. Il y a une norme AFNOR sur la garantie humaine de l'IA, dont le prototype sera présenté au mois de décembre, à la suite de ces travaux de labellisation. Et arrive le règlement européen, donc avec une échelle de classification des risques qui gradue l'intensité du contrôle. La santé est un système d'IA à haut risque qui nécessite un contrôle humain en amont et en aval. Et donc là, vous voyez dans la définition de ces règles de contrôle humain, ça ressemble beaucoup à l'esprit de la validation en biologie médicale. Et en réalité, vous avez protocolisé des règles de garantie humaine de l'IA avant que le règlement européen ne l'extrapole pour tous les systèmes d'IA en santé, mais pour tous les systèmes d'IA tout court. C'est un texte général sur l'IA. Intégrer cette garantie humaine dans le marquage CE, ça c'est important pour les fabricants. Et le fait d'avoir une garantie humaine effective, traçable et proportionnée va permettre, en cas de changement substantiel dans une hypothèse de machine learning, de mieux actualiser le marquage. Donc c'est incorporé à l'article 14 du côté du concepteur avec 2 obligations. L'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge et la mise en œuvre d'une garantie humaine en amont et en aval sous la forme de la collégialité que je décrivais pour BiologBook. C'est aussi du côté de l'utilisateur, établissement de santé, mais aussi professionnel en ville, donc avec la question de la démultiplication de ces dispositifs sur des systèmes de biologie délocalisés ou territorialisés. Le texte finit son parcours. Donc là, on en est au 4e trimestre 2023. La dernière étape de trilogue, c'est le 6 décembre, et avec une entrée en vigueur à partir de mi-2025, qui va s'étager jusqu'en 2027. Donc là, pour la prochaine session des GIP 2024, on sera juste avant l'entrée en vigueur de ce texte. Avec des derniers points en discussion sur notamment le cadrage des systèmes d'IA générative. On
on s'oriente sans doute vers une intégration plutôt des systèmes d'IA générative dans le droit commun de la régulation. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, il y a un an, quand on avait fait une session IA, il y avait eu la discussion sur est-ce que l'Europe surrégule. Et là, en fait, il y a 10 jours, a été publié un executive order de Joe Biden qui, en fait, définit un cadre de régulation qui s'inspire beaucoup de l'AI Act et qui a un niveau de portée contraignante au moins aussi fort que le règlement européen sur l'IA. Donc, la France, dans la loi de bioéthique de 2021, pour laquelle la DNS a été pionnière, l'Europe, à travers l'AI Act, ne surrégule pas. C'est un mécanisme de management de qualité et gestion de risque qui est plutôt convergent des deux côtés de l'Atlantique. C'est pour ça que c'est majeur que la profession s'organise dans ce sens et qu'il y ait cette impulsion nationale. Voilà le petit point d'actu, vous avez vu, qui est particulièrement riche. Merci. Ouais, merci David pour avoir fait dans un temps record, d'avoir balayé toute la bioéthique. On va faire 1 minute de conclusion avec les intervenants, puis après on va vous laisser la parole. Le titre de la session, c'était l'IA va-t-elle remplacer le biologiste? Au vu de ce qu'on a entendu, je pense que non, mais je vais laisser nos 4 intervenants conclure sur cette question. On démarre par là. Oui, nous, notre conviction sur la politique du numérique en santé, ce qu'on essaye de porter, c'est cette notion de se dire, dans tous les cas, le numérique va venir transformer nos pratiques et notre système de soins. Tout l'enjeu aujourd'hui est de nous donner le choix, c'est-à-dire de choisir comment est-ce que ça va transformer notre organisation des soins et les pratiques des soignants. Et pour ça, la seule et unique manière, c'est d'avoir des temps comme aujourd'hui où on partage, on se dit vers où est-ce que les choses vont et où, dans les discussions qu'on peut avoir régulièrement avec les représentants des professions, qu'on choisisse exactement ce vers quoi il faut que nous, en tant qu'autorité de régulation, on insiste. Là, on a parlé de l'IA Act, on a un autre projet de règlement européen qui va venir un petit peu chambouler le numérique dans le champ de la santé qui s'appelle l'espace européen des données de santé. Et donc, pour tout ça, nous, au final, notre conviction, que ce soit sur le numérique en général ou l'intelligence artificielle en particulier, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire une sorte d'organisation au niveau national et européen qui nous permette de garantir qu'au final, on soit des acteurs, entre guillemets, socialement engagés, éthiquement engagés dans le choix des solutions numériques qui viennent transformer nos systèmes de santé. Donc, a priori, comme je le disais, je ne pense pas que l'IA remplacera les biologistes, mais c'est aux biologistes de choisir ce que l'IA doit apporter à leur pratique. Guillaume ? Je pense qu'on a effectivement déjà abordé le point de vue entre guillemets du clinicien, c'est-à-dire que la partie humaine du métier est la garantie que le métier de biologiste ne disparaîtra pas parce que c'est un métier très humain. Et par contre, il y a des fonctions qui vont considérablement évoluer. Les fonctions de technicien de laboratoire qui pipette, je pense que c'est pas forcément un métier d'avenir. Et par contre, ça veut pas dire qu'ils vont arrêter de travailler, mais leur métier va évoluer vers le contrôle des machines qui pipettent. Et donc, il y a un accompagnement envisagé de l'évolution des métiers. Et il ne faut pas négliger l'importance de l'accompagnement des paramédicaux, des techniciens de laboratoire, c'est énorme. Et il faut l'expliciter, l'encadrer et réfléchir au positionnement d'opérateurs d'interfaçage entre soignants et machines. Et peut-être qu'une partie des opérateurs pourrait venir du monde des techniciens qui connaissent le métier et qui se spécialisent sur le numérique, se forment suffisamment pour pouvoir justement assurer ces interfaçages. David ? Je suis tout à fait en phase avec ça, et d'ailleurs vous avez vu qu'un nouveau rôle, mais que vous occupez déjà, en tout cas que les biologistes occupent déjà, que les autres professionnels vont exercer, c'est celui de garant humain de cette diffusion, garant humain de l'éthique, garant humain aussi du déploiement, parce qu'il y a une vraie fonction de management des organisations. Et puis j'ajoute une petite note plus personnelle. J'espère pas que la biologie que l'IA remplace les biologistes, parce que j'aime les biologistes en général, et mon grand frère qui est au fond de la salle en particulier, qui est le vrai professeur Gruson du CHU de Saint-Luc, qui a mis en place des process d'automatisation déjà très organisés de son laboratoire.
Oui, ben moi j'étais très heureux d'abord d'écouter Aurélien Rousseau hier parce qu'on a essayé de convaincre le cabinet qu'il y avait un vrai virage en 2024. Beaucoup de gens parlent de l'attractivité de notre métier, le fait de la concentration, mais tout ça, au-delà de cela, il y a une dizaine d'années, le SCBio avait vraiment mouillé sa chemise pour que on oriente notre profession vers la médicalisation. C'est-à-dire qu'on sentait bien qu'à un moment donné, il y aurait des évolutions technologiques, il y aurait certainement des concentrations techniques, mais que le rôle prépondérant du biologiste, de celui qui finalement est l'expert et qui va chapeauter un peu un dossier qui rassemble toutes les données, même avec tous les outils qu'il a aujourd'hui, il doit rester effectivement dans cette mission-là et voir son rôle évoluer. Et je suis très content qu'on ouvre cette mission en janvier 2024. Je crois qu'il faut poser tous les problèmes sur la table. On est vraiment à une croisée des chemins. On n'est pas une usine de production de bases de données. On n'est pas dans la biologie industrielle. La biologie française se veut porteur d'un message assez fort. Et vous l'avez vu au travers de ce qu'a pu faire David, de ce que fait la DNS et de tous les gens qui participent autour, parce que c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui que notre métier soit évolue et prenne en compte tous les outils qu'on va avoir. Et ça, on a besoin vraiment que le ministère s'engage. C'est un des 3 axes qu'Aurélien a cité hier sur le numérique. On a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à travailler, mais avec tout ce qui a été fait par les acteurs que vous avez sur cette table ronde, je crois qu'on a les éléments aujourd'hui pour poursuivre notre métier sereinement. Et l'attractivité viendra d'elle-même, parce que je pense qu'on a un métier extraordinaire de ce point de vue-là. Il ne faut pas regarder que tous les aspects qui nous heurtent aujourd'hui sur le financement, sur des choses comme ça. Je crois qu'il faut dépasser ça. Et c'est cette vision à 10 ans, à 15 ans de notre métier qui est la plus importante. Et c'est ce que porte aussi le syndicat aujourd'hui. Merci pour cette discussion passionnante. Je voulais laisser, il nous reste 12 minutes, donc je voulais laisser un petit peu réagir la salle, s'il y a des questions ou des commentaires, Allez, vas-y Damien. On y va. Et après... Trois petits commentaires déjà, bravo pour la très belle session, très informative. Il est clair, et je pense qu'on en est tous conscients, que la biologie comme on l'a connue est terminée. On est dans une nouvelle ère qui implique la transition technologique. L'IA est simplement pour 3 observations de faits, et vous en êtes conscient dans vos pratiques de tous les jours, et je pense que ça ne fait que refléter un rapport qui est sorti cette semaine de l'OMS. D'ici 2030, 10 millions de professionnels de santé en moins à travers le monde. Donc on a un problème de ressources. J'imagine que vous le vivez comme moi. En Belgique, on a pénurie de recrutement, que ce soit dans les technologues de labo ou les soignants, et on est en train de glisser l'IA. François, tu l'anticipais très bien. On le voit arriver concrètement avec le traitement des formules, que ce soit en hémato ou le sédiment urinaire, où on anticipe en fonction de ce que l'IA nous dit, les cas critiques qui sont à traiter ou pas par des technologues ou des opérateurs. Donc je pense que cette question de disponibilité des ressources contraint la révision opérationnelle des plateaux et l'évolution, ce que vous disiez, des profils qu'on engage et qu'on forme. Ça c'est commentaire 1. Commentaire 2, la formation et la manière dont on forme va peut-être devoir être revisitée. On entendait 1, 2, 3 jambes. Je crains, Guillaume, qu'il y ait une 4e, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Si on prend l'exemple des patients diabétiques qui sont armés avec des capteurs, senseurs, très très impliqués maintenant dans le contrôle de leur maladie, ils sont en train d'évoluer vers « je suis le patient impliqué, empoweré dans ma maladie », mais avec un nouvel outil qui est l'IA générative, et il est auto-formé avec les tutos. Et donc nos forces de santé doivent composer avec un patient qui est super augmenté et sur lequel la volonté d'apprentissage est franchement réelle, et il apprend très vite. Alors vous allez me dire, ça dépend en fonction de l'âge, mais on a les aidants qui sont derrière et qui contribuent. Et mon dernier commentaire,
Je pense sincèrement qu'on va devoir avoir besoin d'un outil d'IA pour traiter le cadre légal. Parce qu'on se retrouve avec de l'IVDR, du MDR, et tout ça va reprendre du cadrage. Il n'y a pas de ressources, et ça va être un point bloquant sur lequel j'attends mon compagnon d'IA pour me super augmenter. Mais en tout cas, encore bravo pour la session. Merci. J'ai d'autres questions ici. Bonjour, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Moi, ma logique est la suivante. Est-ce que dans l'implémentation de l'intelligence artificielle dans un laboratoire de biologie médicale pourrait se faire comme l'implémentation d'une méthode de travail? C'est-à-dire que si cette logique elle est utilisée de la même façon qu'on utilise une méthode de travail, on la valide, on va la valider. Ensuite, on va l'auditer, on va faire des contrôles de qualité. Et à ce moment-là, je pense que personnellement, l'intelligence artificielle ne me ferait pas peur parce que je garderai la main mise dessus. Et puis, j'aurai des règles réglementaires internes autres que la réglementation dont vous venez parler. Merci. Oui, juste un commentaire sur ça, mais je suis sûr que Guillaume voudra réagir à l'intervention précédente. Sur votre point, là aussi, je prends un exemple non biologique. Pour vous dire que là aussi, la biologie est en avance de phase. Là, vous avez quelque chose des solutions en traumato qui deviennent standards, qui sont des solutions d'IA d'interprétation des fractures, qui sont de plus en plus utilisées la nuit aux urgences. Et donc là, ce qu'on essaye de protocoliser, c'est des protocoles de contrôle par radiologue AJ+1 en présentiel ou en distanciel. Et aujourd'hui, la pratique est extrêmement hétérogène entre des sites sur lesquels vous n'avez aucun contrôle et des sites qui, comme ce qu'on a fait à Saint-Joseph à Paris, vous avez un contrôle exhaustif du radiologue. L'enjeu pour cet exemple-là va être comme ce que vous avez fait en biologie, sans doute demain, sous l'égide du régulateur, sous l'impulsion des pouvoirs publics du ministère, en lien avec la HNS, avec le consensus de la profession que vous représentez, de définir des standards. Et je pense que dans un an, 18 mois, on dira, voilà, sur des solutions qui en moyenne ont 95% d'exactitude, la prise de risque va autoriser des taux de contrôle de 30, 40, 50% des systèmes d'IA qui seront revus par humain. Et vous avez parfaitement raison, il faudra établir des gold standards. Donc ça, ce sera l'objet de la norme AFNOR, qui sera présentée, de la protonorme qui sera présentée au mois de décembre, et du label qu'on a déjà fait avec le système médical de la paix, mais il faut standardiser, mais ça, la standardisation, François, c'est l'un des piliers de la profession. Merci, on a juste une dernière question, 2 minutes. Merci aux panélistes. Donc moi, je viens du Sénégal, je suis directeur de laboratoire. Et donc d'après les exposés, moi je pense que l'IA constitue une menace pour le diagnostic. Que ce soit pour la biologie médicale, de même que pour l'imagerie médicale. Tout à l'heure, donc François parlait de l'arrivée des culteurs. Donc lui, comme en tant que biologiste de terrain, il était capable de faire, exemple, la numération formule sanguine en utilisant un microscope. Mais nous, donc, qui sommes de la génération qui a grandi avec les culteurs, beaucoup d'entre nous ne peuvent plus utiliser ces techniques. Alors, d'après l'exposé de Guillaume, donc avec la machine learning supervisée, il est possible aujourd'hui de ne plus utiliser un microscope et de donner à la machine donc, toutes les images, que ce soit en parasitologie, en mycologie, en bactériologie. Et mon inquiétude, c'est qu'un étudiant qui n'a pas de vécu, donc qui a grandi avec l'intelligence artificielle, même lui, parce que tout à l'heure on l'a dit, hein, donc on a donné l'exemple de l'avion avec le pilote qui est toujours aux commandes, mais pour pouvoir prendre les commandes, il faut avoir du vécu. Si du point de vue pratique, parce qu'à la fac on a la théorie et cette pratique doit se réalisé au niveau du laboratoire, si on n'a pas assez de pratique, même si la machine n'arrive pas à identifier correctement ce qu'on recherche, donc cette manque de pratique fait que l'humain ne peut plus donc, assister la machine. Donc moi, c'est ça mon inquiétude. Et je pense qu'aujourd'hui, si ce n'est pas bien encadré, ça risque de constituer une menace pour l'aide au diagnostic. Donc
imagerie et biologie médicale surtout. Merci. Oui, je veux bien réagir à ce commentaire et puis au commentaire de Damien Gruson sur l'empowerment des patients, que moi j'appelle l'automédecine. En fait, ce que je pense, c'est que peut-être pas jusqu'à une menace, mais on a des combats politiques à mener. C'est-à-dire qu'il y a une lutte entre l'humain et la machine, en fait. C'est-à-dire le positionnement de l'humain, qu'est-ce qu'on veut garder pour l'humain, et qu'est-ce qu'on veut garder transféré aux machines. Et quand ça coûtera moins cher d'utiliser des machines avec des taux d'erreur, bon, on accepte un peu de casse, mais parce qu'elle est marginale, c'est vrai que continuer comment dire, à avoir recours aux humains, ça sera un choix politique et pas rationnel économiquement. Donc c'est un combat à mener, et encore une fois, si on laisse filer subrepticement la capacité d'un biologiste à lire une lame, il ne pourra plus avoir le contrôle holistique. Ça, je le répète, et ça, c'est vrai que c'est un combat à mener. Et ce combat n'est pas gagné d'avance. Et par rapport à l'empowerment des individus, de plus en plus, et notamment les compagnies d'ingénierie, sont très intéressées par chanter les médecins, parce qu'ils sont chiants, les médecins, c'est très compliqué, il y a plein, voilà, autant se débrouiller. Et donc, là aussi, c'est un combat. Moi, personnellement, en tant qu'académique, je vais défendre l'idée que des soignants, des professionnels doivent encadrer la santé publique. Et donc, il faut une évaluation de la profession de santé publique. On a pris l'exemple du diabétique qui est capable de se gérer tout seul. Ça, à la limite, c'est des glycémies. Mais il y a bien plus préoccupant. C'est des compagnies qui séquencent le génome et qui ensuite divulguent les génomes, ce qui est pour moi très grave, et ensuite vont balancer au client, parce que c'est un client, des résultats totalement ingérables qui vont avoir des conséquences sur la famille où la famille n'a rien demandé. C'est un combat. C'est un combat. Est-ce qu'on a gagné ce combat? Et je finirai avec ça. Pas forcément très optimiste, mais il y a des cycles dans l'histoire. Il y a eu des cycles où on n'avait pas le droit de disséquer les humains, et ça s'appelle l'obscurantisme. Pour lutter contre, il faut se bagarrer. C'est pas gagné. Merci.